Désolé, réveil difficile. Oh là, c'est un peu glauque ici. Allez, zou. Et ben voilà, on est quand même mieux. Aujourd'hui, je te propose qu'on parle de sujets qui sèment la discorde dans le monde de la moto. L'hiver, le froid et la... C'est un peu comme les dilemmes du style raclette ou fondue, sportive ou supermoto. Chacun trouve midi à sa porte. Mais là, on va te donner quelques billes pour que tu puisses survivre à cette période sombre. Dans cette vidéo, on va aborder un paquet de sujets comme les équipements pour l'hiver, les gants et poignées chauffantes, les vêtements thermiques, les équipements anti-pluie ou encore les couches étanches. Ça va être consistant, mais au moins tu auras toutes les infos nécessaires pour t'équiper correctement et pas trop te les cailler. Commençons par un petit point sur les gants hiver et les gants chauffants. On nous demande assez souvent quel est le mieux entre les deux, je n'ai pas vraiment de réponse à cette question. Ça dépend de beaucoup de facteurs, à commencer par le tarif et ta sensibilité au froid. Un gant chauffant est généralement plus cher qu'un gant traditionnel. Normal à la vue de la technologie qu'il embarque, mais il tiendra plus chaud, forcément. Aussi, il faut prendre en compte qu'il n'y a que la partie extérieure de la main qui est chauffée, contrairement à des poignées chauffantes qui chauffent l'intérieur de la main. Sauf pour quelques exceptions, comme la gamme Furigant qui chauffe aussi une partie de la face interne de la dernière phalange de chaque doigt. Enfin bref, cela va donc faire une barrière contre le froid et maintenir ta main à température plus que vraiment apporter une vraie sensation de chaleur. À la fameuse question poignée chauffante ou gants chauffants, on répond que les deux sont plutôt complémentaires qu'opposables. Comme je te disais à l'instant, ils ne chauffent pas la même partie de la main. À titre personnel, si vraiment je cherche de la chaleur, j'ai une petite préférence pour les poignées, mais elles ont tendance à rendre l'appréhension plus large et donc moins agréable si tu es équipé de petites mains. Il existe des poignées à taille standard bien sûr, mais ce n'est pas une généralité et c'est souvent plus coûteux. Cela dit, les gants s'améliorent de génération en génération en augmentant leur capacité de chauffe et surtout leur intelligence. Il faut dire qu'ils ont fait un sacré bond en avant durant les dernières années. Programmation de mode via application, augmentation de la zone de chauffe, et j'en passe. En plus de simplement chauffer comme c'était le cas avant, certains modèles vont encore plus loin en proposant des fonctionnalités carrément intéressantes, comme la possibilité de programmer une heure de départ pour qu'il préchauffe de manière automatique. Idéal pour ceux qui vont au boulot à moto. Ou des trucs plus simples mais tout aussi intéressants comme le fait que les deux gants soient synchronisés et donc le fait d'agir sur l'un permet de régler les deux. On n'allume qu'un seul gant, c'est la paire qui s'allume. C'est bête dit comme ça, mais ergonomiquement parlant, c'est juste impossible de s'en passer une fois qu'on y goûte. C'est donc devenu un vrai concurrent sérieux au poignet et je ne parle même pas du cas où tu as plusieurs motos où là le gain de pratique est carrément non négligeable. En parlant d'équipement de chauffe, il existe aujourd'hui des vestes chauffantes qu'on peut porter sous son équipement pour les plus frileux et frileuses. On y met une batterie dans la poche et zou! Ça fonctionne d'ailleurs de la même manière que les gants, avec un filament qui chauffe. Vient la question de l'autonomie sur ce genre d'appareil. Aujourd'hui, une paire de gants chauffants tient généralement entre 2 heures et 3 heures à pleine balle et peuvent monter jusqu'à la journée d'utilisation en mode économie. Sinon, pour ceux qui n'aiment pas le fait d'avoir à penser à une batterie, il y a toujours la solution des maillots thermiques et cagoules et autres équipements à porter sur soi, comme ceux de la gamme Baltic qu'on retrouve chez Daffy. L'idée est d'avoir un vêtement chaud sans pour autant se trimballer le gros pull de grand-mère et donc de ne plus respirer sous sa veste. Et puis il faut savoir qu'un gros pull sous un équipement de moto a de grandes chances de transférer le froid à l'intérieur de ta veste jusqu'à ta peau. En effet, l'air est un isolant thermique tout à fait correct et que le fait d'avoir un peu d'espace entre l'équipement qui touche le froid et toi-même t'aidera à te maintenir au chaud. Ça marche pour la veste, mais c'est aussi le cas pour les gants. S'ils sont trop serrés, tu auras donc plus vite froid. Bon, le froid, c'est bien, mais il existe un autre gros problème dans le monde merveilleux de la moto, et je parle bien sûr de l'eau. Celui-là, on y a le droit toute l'année en plus. Alors, est-ce que tu es plus team combi pluie, team la météo va s'arranger, ou encore de ceux qui ont un équipement avec une membrane étanche intégrée? De mon point de vue, j'oscille entre l'optimisme et les couches étanches intégrées. La combi pluie, ça prend de la place et quand il pleut plus, il y fait une chaleur à mourir dedans. Cela dit, si tu n'as qu'une veste été ou mi-saison et pas un équipement dédié au froid ou à la pluie, c'est une solution carrément économique pour rester au sec. Sinon, il existe tout un tas d'équipements intégrant des couches isolantes, que ce soit thermiquement parlant ou contre l'eau, ou même les deux. Que ce soit les vestes toute saison comme la All One Canyon Evo ou les modèles en plusieurs couches comme l'Ixon Ragnar qui a une doublure étanche et une doublure thermique qui peuvent s'accrocher ensemble, on trouve de tout et à tous les tarifs. C'est une solution un poil plus coûteuse que la combi pluie, mais qui, je trouve, est bien plus pratique. Ça évite l'effet parachute, ça prend moins de place, et puis je ne te cache pas que je trouve ça plus joli quand les couches techniques sont en dessous de la veste. Un dernier point sur les membranes étanches, comme le fameux Gore-Tex. Il faut savoir que cela n'empêche pas forcément d'être mouillé. Il faut par exemple bien penser à isoler les jonctions entre les équipements où l'eau peut s'infiltrer, mais bon, ça fait généralement bien le taf. Attention, ce n'est pas parce que certaines technologies sont plus mises en avant que les autres membranes sont moins efficaces. Je pense notamment à l'Hydratex de Revit qui m'a plus d'une fois tiré de situations de pluie diluviennes en me gardant au sec. Ça vaut le coup de s'intéresser un peu à ce que font toutes les marques. Tiens, on en parlera peut-être dans une vidéo à l'avenir de ça. Oh, et il fallait que je te dise. Ok, bon, ce sera pas pour ce coup-là, faut que j'aille me charger. Je te dis à plus et à bientôt pour une nouvelle vidéo.